Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un podcast épineux, à n'en pas douter. C'est un sujet qui est assez fort parce que ça a été pour ma part, quelque chose de très important dans mon propre parcours et d'ailleurs ça serait intéressant que vous puissiez m'en témoigner dans les commentaires par la suite. Avant que je commence à en parler, donc comme d'habitude, pensez à liker, à vous abonner, c'est important pour la chaîne, et ça me donne du soutien aussi pour, continuer à faire du contenu pour vous. Hem, Merci en tout cas du soutien que vous m'apportez au quotidien, c'est super et ça me donne vraiment la force de pouvoir, continuer à en faire. Pour, en revenir en tout cas au contenu d'aujourd'hui, donc du podcast que je souhaitais vous faire sur l'ambivalence du runner ou de la runneuse parce qu'évidemment les 2 sont possibles. Aujourd'hui, on va balayer un petit peu le sujet dans sa globalité. Je vais vous parler de comment, bah, moi évidemment j'ai vécu les choses, hein, parce que vous le savez sur ma chaîne, je fais beaucoup de témoignages, par rapport à ce que j'ai pu vivre dans mon propre parcours. Donc on va balayer du coup, bah, comment est-ce que je l'ai vécu la première fois? Comment est-ce que finalement, je l'ai vécu durant mon parcours dans sa globalité? Jusqu'à où ça m'a emmené? Et puis évidemment, bah, comment est-ce que j'ai pu transmuter cette souffrance? Parce que ça a été très souffrant pour moi et par la suite, bah, l'acceptation et la compréhension, de cette ambivalence du coup qu'on peut vivre, en étant de l'autre côté du miroir en quelque sorte. Donc pour commencer, le l'ambivalence donc dans ce parcours, moi en tout cas c'est ce que j'en ai compris, hem, et bien on va dire que c'est un réflexe, on va dire défensif du runner ou de la runneuse. On pourrait dire évitant, hein, vous le savez que les 2 termes sont justes parce que, une personne qui est runneuse ou runner dans le parcours a plutôt un style d'attachement évitant, donc c'est une personne qui va avoir peur du rejet essentiellement, peur de l'amour dans sa globalité. Donc, c'est ce qui va pousser quelque part à avoir ce faux self, à avoir du coup, bah, cette ambivalence qui va pousser aussi à faire cette espèce de chaud-froid, des allers-retours. Voilà, c'est vraiment des choses qui sont, dictées par la blessure du rejet. C'est en quelque sorte le masque du fuyant qui va pousser à avoir ces comportements-là, ni plus ni moins par peur et bien de l'amour qui est bien souvent trop fort de son autre, nous les chasers en quelque sorte qui sont, bah, du coup, enfin, où on est en face. Et d'ailleurs, ça me permettra de pouvoir faire la parenthèse. Donc nous, on vit cette chose en miroir, donc forcément nous, c'est à l'opposé de notre façon de fonctionner parce qu'on n'a pas du tout cette façon de réagir par rapport à l'amour. Donc nous, au contraire, on a plutôt tendance à se cramponner en étant, d'un profil plutôt anxieux et étant chaser dans le parcours flamme jumelle. Donc on est à l'opposé complet de cette façon d'être, dans le comportement, je dirais. Et donc forcément, chez nous, ça nous fait poser un gros point d'interrogation et on n'arrive pas à comprendre nécessairement au début de parcours, pourquoi est-ce que l'autre va faire du chaud et du froid? Pourquoi est-ce qu'un jour il va être là et nous dire qu'il nous aime et le lendemain il n'existe plus ou qu'il s'est carapaté? Pourquoi est-ce que finalement, on a ces allers-retours? Parce que dès qu'on a l'impression de nous, bah, de se positionner, bah, que l'autre y revient et cetera. Donc ça, c'est des choses que j'ai pu moi-même me vivre dans mon propre parcours et donc bah, aujourd'hui, je vais vous témoigner des choses que j'ai vécues et comment j'ai pu aussi en pâtir parce que ça a été très, très, très dur pour moi, de l'expérimenter. Parce que, bah, moi étant une personne de base en plus extrêmement authentique, j'ai beaucoup de mal en fait avec cette façon d'être, et bien de switcher en quelque sorte de comportement. Moi d'ailleurs, je le disais souvent à l'époque, mais c'est comme si je parlais à 2 personnes parfois parce qu'il y avait tellement une telle ambivalence entre, le lundi et le mardi, si je prends l'exemple, hein, que je me disais: «Mais c'est pas possible, je parle à 2 personnes différentes quoi». À la personne que j'aime, que j'ai appris à aimer et puis à une personne finalement qui est à son opposé. Donc je sais que c'est comme ça en tout cas que j'ai vu les choses à l'époque. Donc pour témoigner un petit peu de tout ça, parce que c'était aussi un peu le sujet du podcast, moi les choses ont démarré, on va dire, bah, pas dès le début de la relation, parce qu'au début c'était un peu idyllique, c'était, la phase de lune de miel, vu que c'est comment c'est décrit dans les étapes où c'est tout beau, tout rose, il y a vraiment cet amour, très pur qui naît très vite, où on a l'impression d'être, à la maison, on a l'impression d'avoir toujours connu cette personne, enfin c'est voilà, ça, à ce moment-là, ce n'est pas encore, réellement là. Je dirais que c'est quand les blessures commencent à apparaître, que, finalement, eh bien, ça commence à pointer le bout de son nez, cette fameuse ambivalence et si mes souvenirs sont bons pour notre part, donc je parle de mon parcours, hein, ça a été à la première, au premier réveil des blessures parce qu'il y a eu un premier réveil où mon autre, je pense après le premier rendez-vous qu'on a eu ensemble, je pense a eu peur de la relation parce que assez rapidement elle a commencé un petit peu à me
fuir, et moi je l'ai senti donc forcément j'ai commencé à me cramponner et je lui ai expliqué que, bah, je comprenais pas pourquoi, elle avait envie de pas forcément, poursuivre la relation d'une manière, pérenne, on va dire. Et c'est là où en fait où j'ai commencé moi à avoir ma blessure d'abandon qui s'est réveillée et donc j'ai commencé à me cramponner et plus j'ai commencé à me cramponner en quelque sorte alors j'ai ça peut faire rire le mot crampon mais c'est vraiment la réalité de toute façon. Quand j'ai commencé à me cramponner et ben, elle a commencé à fuir du coup le lien et à ce moment-là du coup, et bien j'ai été forcé moi au bout d'un mois et demi je crois, après la reconnexion à être à l'origine de la première séparation parce que je ne pouvais pas, vivre, à l'époque, j'étais pas encore suffisamment dans le lien pour, en avoir pleinement conscience, donc j'ai été, à l'initiative de la toute première séparation qui avait duré un mois et demi, je crois, avant qu'on se retrouve. Mais ça, j'en parlerai dans des vidéos beaucoup plus précises plus tard, mais c'est juste pour que vous ayez au moins un repère temporel de tout ça. Et je sais que, à ce moment-là, elle est quand j'ai commencé à poser la séparation, elle a commencé à me dire: «Beh, je comprends pas pourquoi tu veux te séparer alors que, ça peut marcher, mais tu me laisses pas le temps et cetera» et moi, je lui ai expliqué simplement que je pouvais pas accepter, que, un jour c'était bien, puis le lendemain ça allait plus et cetera. Alors je sais qu'au début, ça avait plus tendance à me mettre en colère. Je pense que c'était vraiment le sentiment qui revenait, qu'autre chose, plus que de peur. Moi, j'avais pas forcément peur de la séparation à ce moment-là parce que j'étais pas encore assez ancré dans le lien, pour m'en rendre compte. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pendant la 1re séparation, moi, je me suis aperçu que finalement je l'aimais vraiment beaucoup et quand je me suis rendu compte que, elle était vraiment plus là, c'est là où aussi, quelque part, pardon, on est aussi ambivalent, à notre niveau. Et ben, j'ai commencé à vouloir, revenir vers elle et puis, là, c'était niet, elle a pas voulu du tout on reprenne contact, et voilà. Donc je sais que j'en ai vraiment pris conscience là et c'est là où d'ailleurs où j'ai commencé à faire un premier vrai travail sur moi. D'ailleurs j'en avais parlé dans ma précédente vidéo où j'avais, eu besoin de faire, une rétrospection, du coup de mes anciennes relations pour comprendre toutes ces choses-là et enfin ça a été tout un micmac, assez long pour que je puisse en parler dans ce podcast-là, mais il y a eu un vrai travail de fait, on va dire, à ce moment-là, qui m'a poussé finalement à revenir vers elle, même si elle, je savais que plus ou moins en arrière-plan, elle voulait revenir et cetera vers moi. Mais évidemment, elle a pas été à l'initiative de ce pas-là, parce que c'est moi qui est revenu, à la charge à la première séparation. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on a vécu la première chose. Ensuite, il y a eu la deuxième phase de reconnexion, donc je sais pas si on peut dire retrouvailles, mais en tout cas, il y a eu un des premiers retrouvailles avant la grande séparation que je vis moi actuellement. Où là, par contre, ça a été sujet à de bons nombres d'allers-retours entre séparation, remise en couple, pardon, et puis re-séparation, et puis re-ambivalence, et enfin, ça a été là le plus difficile à vivre, et là, c'est là où moi j'ai le plus souffert de la relation, parce que ça a été un jeu de blessures juste invivable, honnêtement, parce que sur peut-être 6 mois de temps, ça a été peut-être 9 ou 10 séparations et remises en couple. Ça a été, 9 fois des grandes déclarations d'amour d'un côté comme de l'autre et puis le lendemain, ça allait plus parce que, elle a décidé de fuir ou ça lui faisait peur. Je ne saurais pas vous dire encore aujourd'hui, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que à ce moment-là, moi, je vivais les choses vraiment comme ça et ça a été plus que souffrant parce que je ne pouvais pas me projeter, c'était impossible et je savais que je vivais quelque chose de vraiment pas sain, mais le lien, moi, je le savais, je l'avais, perçu comme ça, en tout cas, au début de ma relation. C'est que le lien, pour moi, était extrêmement puissant parce que j'avais perçu le lien dès le départ. Alors, j'aurais pas mis le mot flamme jumelle parce qu'à l'époque, j'en avais pas la moindre idée, mais je lui disais des choses: «Mais on a un lien, c'est sûr, il y a quelque chose qui se passe, tu t'en rends pas compte? Non, mais arrête de me dire ça». C'était vraiment ses réponses, hein. C'était: «Non, arrête de me dire ça, tu te rends pas compte que c'est pas sain, que y a mais elle-même restait, donc c'est ça qui était hyper ambivalent, donc c'était, à ce moment-là, c'était quelque chose qui était vraiment très difficile à vivre d'un côté comme de l'autre, je suppose, et c'est ce qui a d'ailleurs fini par mener à la séparation, la grande séparation qu'on a vécue où là, du coup, on n'a plus du tout de contact maintenant depuis 2 ans. Mais ce qui est certain, c'est que cette ambivalence, moi, personnellement, ça a été la plus grande souffrance que j'ai eue dans mon parcours, à vivre parce que je ne pouvais pas me projeter. Pour moi, c'était extrêmement difficile. Ayant de base une blessure de trahison assez forte et d'abandon, ça avait du coup, pour ma part qui était quelqu'un de très contrôlant, à l'origine, enfin pas très contrôlant, mais on va dire que j'avais ce besoin presque vital de savoir où je mettais les pieds, et j'avais besoin de savoir aussi que l'autre en face, quelque part m'aimait parce que ça c'était lié à la blessure d'abandon.
c'était très difficile pour moi à vivre. C'est ce qui m'a poussé ma nuit noire de l'âme d'ailleurs, que j'ai vécu du coup qui a duré, je pense de manière très souffrante, 5-6 mois et de manière un peu plus douce. Donc ça, c'est quand j'ai commencé à comprendre le lien de flamme jumelle, qui a duré 5-6 mois de plus derrière, donc en tout, en gros 1 an, où, il m'a fallu vraiment du temps pour tout comprendre, tout conscientiser, donc ça a été, très difficile pour moi. En plus d'accepter la séparation évidemment, mais cette ambivalence, oui, aujourd'hui je peux vous en témoigner que ça a été, la chose la plus dure à vivre pour moi et c'est pour ça que les personnes qui vivent cette chose-là à l'heure actuelle, si vous m'écoutez, je ne peux que compatir à cette souffrance et je sais que c'est très difficile parce que, bah, quand on est en lien, on a envie de vivre ce lien dans la matière, mais ça paraît impossible et je croyez-moi que je sais ce que vous endurez et vous avez toute ma compassion pour ça. La seule chose que je peux vous conseiller aujourd'hui, parce que c'est aussi quelque chose que j'avais envie de faire au travers de ce témoignage et de ce podcast, c'est que malheureusement, bah, cette ambivalence, bah, c'est l'autre qui le vit dans sa propre réalité et malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'impact que vous pouvez avoir de votre côté. Il y a c'est à lui de se rendre compte de ce dysfonctionnement. Donc, la seule chose à faire, c'est de vous positionner, même si ça paraît difficile parce que, bah, vous aimez votre autre et j'en ai conscience, hein. Et croyez-moi que l'autre en face vous aime aussi. La seule chose, c'est que, bah, malheureusement, c'est sa façon à lui de se protéger et je sais que ça peut paraître fou et à l'opposé de notre façon de penser, pour les personnes qui m'écoutent et qui sont de chaser, et de plutôt de polarité yang. Croyez-moi que vous n'avez pas d'impact malheureusement sur ce comportement, c'est pareil pour le faux self, hein. Hem, la seule chose à faire, c'est de vous positionner, de vivre pour vous, que vous soyez en séparation ou encore en contact avec l'autre personne ou même encore en lien peut-être. Il faut qu'il conscientise de son côté et la seule solution que vous avez, c'est d'aller vers votre cœur et de vous positionner parce que malheureusement l'autre en face, fera toujours en sorte de vous faire ressentir en miroir, bah, cette faille en vous. Et ça, c'est une vraie réalité parce que au plus moi je me positionnais et au plus j'étais proche de mon cœur, au plus l'autre en face était dans cette, même, énergie, je dirais. Et ça, je l'ai vécu déjà moi à l'époque en étant en lien et pas forcément réparé dans mes blessures. Donc voilà. Et c'est ce que je voulais vous témoigner et c'est aussi ça que j'ai pu comprendre après autant de temps, en séparation. C'est que, bah, voilà, plus on est proche de son cœur, plus ça fonctionne. Moi je l'ai vu et ressenti et il y a une chose à comprendre qui est importante, c'est que, bah, votre autre vit aussi sa propre, réalité et qu'il a aussi son travail à faire de son côté, qu'il a aussi ses propres conscientisations à avoir et voilà. Donc c'est important de vraiment le préciser, en tout cas. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous témoigner ce soir. Si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, à partager le podcast. N'hésitez pas encore une fois à témoigner en commentaire si vous avez vécu la même chose, c'est important parce que ça permet d'aider un grand nombre de personnes. Les personnes qui ont réussi à aussi avancer malgré tout ça, laissez aussi un témoignage, c'est important parce que vous pouvez donner de la force aux autres personnes qui traversent ces choses-là et c'est difficile. Et Dieu sait que quand on est en une heure de l'âme, on a beaucoup de choses qui nous passent par la tête, beaucoup de choses qui sont difficiles à vivre. Donc je ne peux que, eh bien, compatir à ce que vous vivez. Si vous avez du mal d'ailleurs à le vivre, je sais que c'est pas facile. Vous pouvez vous faire accompagner, c'est plus facile pour passer cette étape-là. Vous aurez peut-être des choses qui seront beaucoup plus faciles, à vivre parce que vous serez guidé dans ce sens-là. Que ce soit pas avec moi ou une autre personne, peu importe, mais si c'est vraiment très difficile pour vous, vous pouvez vous faire aider. Moi, je n'ai pas honte de le dire que je me suis fait aider à l'époque moi-même, parce que j'ai eu beaucoup de mal à le vivre, c'était beaucoup trop complexe pour moi de traverser ça tout seul parce que en plus on vit le lien, personne nous comprend. On parle de liens, de presque enfin pas comment dirais-je? Heu, irrationnels, voilà, je cherchais le terme, irrationnel donc si on raconte à notre entourage qu'on vit un lien d'âme et cetera, on va nous traiter de fous. Je le sais, je suis passé par là. Donc c'est pour ça que si vous avez des personnes de confiance à qui vous pouvez vous confier, tant mieux. Mais si vous avez besoin, voilà, vous n'êtes pas seul, vous avez des personnes qui peuvent vous écouter. Moi, je suis là pour vous écouter. Faut pas hésiter, voilà. Donc n'hésitez pas, vous avez ma boîte mail ou mon numéro de téléphone pour ça. Pas forcément que pour de l'accompagnement. Si vous avez besoin, là oui, ce sera effectivement quelque chose de payant. Mais par contre, si vous avez juste besoin d'avoir une écoute et de me partager votre histoire, vous pouvez le faire par mail, il n'y a pas de souci, je serai là pour vous écouter et vous répondre si je le peux, bien sûr. Merci à vous en tout cas pour votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.